11 avril 2025, chers peuples d'Afrique, peuples du monde libre, recevez nos salutations comme toujours. Vous êtes bien scotchés sur Gandhi Malien TV. Une fois de plus, c'est dans le cadre de l'émission Paroles aux Africains. Ah oui, et nous recevons toujours nos deux éminents experts sur des questions non simplement maliennes, mais haïtiennes, africaines, même voire sur des questions concernant d'autres peuples du monde. À ma droite, c'est l'inspecteur des douanes à la retraite, M. Daniel Koulibaly, et à ma gauche, vous avez M. Madou Silla Traoré. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler de cette crise entre le Mali et l'Algérie, deux grands pays voisins, deux pays liés par beaucoup de choses, tant sur le plan historique et sur le plan géographique, sur d'autres plans encore. Peuple d'Afrique, pour comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement, nous allons bénéficier de l'expertise de ces deux éminents experts. Excusez-nous du terme. Nous allons essayer de découvrir en réalité qu'est-ce qui se passe, tant sur le plan formel que sur le fond. Et nous allons aussi essayer de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ces degrés de méfiance entre les deux pays. Ensuite, quelles sont les perspectives que nous pouvons, qui peuvent en tout cas nous aider à sortir de la situation actuelle. Quel est le rôle de l'AES dans tout ce qui se passe? Et pour terminer, si jamais il devait y avoir des discussions entre les deux pays, qui comme un potentiel médiateur? Peuple d'Afrique, nous saluons l'inspecteur des douanes à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Bonjour. Bonjour, M. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV. Bonjour aussi à surtout à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. Merci. Docteur? Oui, bonjour, le général. Bonjour. C'est le général sans salaire ou le général 5 étoiles. Général du peuple. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour ton pays. Okay. C'est salutaire. Bonjour mon co-débatteur et mon oncle Koulibaly, qui fournit également beaucoup d'efforts. Bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi Malien, sans exclusion aucune. Et on prie, je formule toujours mes vœux pieux pour que Gandhi Malien grandisse encore et encore. Merci. Sans plus tarder, doyen, droit de naissance oblige. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le Mali et l'Algérie? Parce que tout le monde, nous voyons beaucoup de choses, tout se dit. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, de façon résumée comme ça, c'est ce à quoi on peut s'en tenir, c'est que dernièrement, il y a eu un crash, le crash d'un drone malien qui aurait été abattu par des éléments de l'Algérie, je dis bien des éléments de l'Algérie. Mais ce n'est qu'une partie, la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que l'aboutissement d'un long processus de mésentente, d'incompréhension, de méfiance qui a abouti à cette situation. Mais elle plonge ses racines depuis bien longtemps, depuis les années 1990. On remonte jusqu'à ces moments-là où vraiment la mésentente a commencé avec l'Algérie. Voilà ce que je peux dire pour la situation actuelle. Mais quand vous parlez d'éléments de l'Algérie, ça veut dire quoi? Vous excluez les forces de défense de l'Algérie, pourtant c'est le ministère de la Défense de l'Algérie qui a revendiqué cette agression contre... Non, pas forcément. Vous savez, moi j'ai suivi les analyses en général. Toute cette semaine, elles sont bonnes, en fait. Toute la noria d'influenceurs qui a parlé de cette affaire, ils ont bien vu en général. Mais il y a peut-être des petites choses à ajouter. Ce qui est sûr, et comme beaucoup ont mis le doigt dessus, ce n'est pas à proprement parler des autorités politiques algériennes qui ont ordonné cette affaire. C'est une bavure, mais une bavure qui est faite exprès. Ils se sont retrouvés dans l'obligation de réagir et ils ont mal réagi à une situation qui aurait pu être gérée très calmement.
l'autorité politique a été obligée de prendre le relais pour essayer de juguler les conséquences. Mais nous verrons par avant que, pour moi, il n'est même pas évident que ce soit à partir de l'Algérie que le drone a été abattu. Ça peut bien être à partir du territoire malien lui-même. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dessous. C'est beaucoup de réflexion. Mais si vous permettez, si je vais en profondeur, je ne voulais pas anticiper sur les questions. Oui, donc pour être très explicite, vous pensez que les autorités politiques de l'Algérie ont été mises devant le fait accompli. Devant le fait accompli. On verra ça un peu beaucoup plus en avance. Voilà. Docteur. Évidemment, merci beaucoup, Général. Cette histoire, on essaie de l'aborder sous plusieurs angles, mais on ne sait pas par quel bout tenir. Parce que l'histoire entre le Mali et l'Algérie, c'est comme si on dit qu'on ne choisit pas son voisin comme on ne choisit pas vraiment ses parents. L'Algérie n'a pas été vraiment à hauteur de souhait quant à notre bonne entente, parce qu'au regard de tout ce que le peuple malien a fait pour le peuple algérien, on n'attend pas un retour de leur part, mais un retour comme ça. Et ça donne à réfléchir. Étant donné que le Mali et l'Algérie sont liés par l'histoire et la géographie, et je le répète chaque fois, et on ne cesse de répéter, le Mali a participé même à l'effort de guerre lors de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Algérie pour son indépendance. Le président Faye Modibo Keïta, paix à son âme, a consenti avec le peuple malien d'énormes sacrifices, en tout cas, ne serait-ce que pour que l'Algérie obtienne son indépendance. Et Modibo était tellement écouté en Algérie et partout dans le monde. Modibo a aussi intervenu lors de la guerre Maroc-Algérie, et c'est à Bamako ici que les accords de paix ont été signés. L'Algérie, le Mali, je pense que nous sommes au paroxysme, à l'extrêmum de l'incompréhension a jailli tout de suite la compréhension pour celui qui veut comprendre. L'Algérie, tous les problèmes du Nord au Mali, c'est l'Algérie qui s'est cachée derrière. Et tous ces fameux accords-là, Tamaracet, l'accord de Tamaracet, Pacte national, tout cela a été... Flamme de paix et tout. Oui, flamme de paix, c'est l'Algérie qui a parrainé tout ça. Mais malgré tout, c'était un problème récurrent. Le serpent s'est mort la queue, on tournait en rond. À vouloir donner une solution à notre problème, l'Algérie jouait, ou il a toujours joué aux pompiers pyromanes. Et ça, c'est incompréhensible. Or, moi, à mon entendement, aller jusqu'à abattre le drone d'un pays souverain, un drone qui est en train de faire son travail, surveillance des frontières et tout, ça se fait partout. Même aux États-Unis, il y a les drones qui survolent le territoire américain. En France, un peu partout. Mais un pays souverain, le drone est sur le territoire malien à 9 km de frontières algériennes et on abat les drones. Et pourquoi? Il y a d'éternels questionnements qu'on doit se faire. Pourquoi ils ont abattu le drone malien? Le drone malien avait vu quoi? Il était prêt à intervenir. Pourquoi? C'est d'éternels questionnements. Et qui l'a abattu? C'est ce que moi, en tout cas, je me pose comme question. De toutes les façons, il y a une arrière-pensée. De toutes les façons, ceux qui ont abattu le drone malien, ils l'ont fait pour quelque chose. Mais les enquêtes sont ouvertes et on verra par la suite. Parce que il y a beaucoup de presse, ça a coulé pas mal d'encre et de salive. D'aucuns disent même que les autorités algériennes ne sont pas au courant de celui qui a commandité tout cet acte-là. Mais docteur, c'est là que je ne vous comprends pas, ainsi que l'inspecteur des douanes. Mais les autorités algériennes ont publié un communiqué pour revendiquer cet acte, même bien avant le communiqué du Mali. Donc on ne peut plus les dédouaner de ce qui s'est passé.
Oui, donc j'ai dit d'aucuns disaient. Et ensuite, les autorités algériennes ont répliqué contre les Maliens avec notre communiqué. Oui, voilà, parce que la façon dont l'Algérie est gérée est une façon un peu difficile. Parce que le pouvoir en place... C'est les désordres là-bas, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, c'est les désordres là-bas parce que ce sont les généraux qui dirigent ces pays-là tout le temps. Et le président Tebboune, excusez-moi du terme, est comme un pantin. Il est comme un pantin. En réalité, les généraux algériens, on le sait il y a longtemps, sont dans toutes sortes de trafics. C'est eux qui décident en Algérie, oui, et pas le président Tebboune. C'est ça qui rend difficile aussi la chose. Oui, nous savons que le président Tebboune même, il a été mis en place par les chefs de l'armée qui... Oui. Le défunt Gaïd Salah. Oui. Donc jusqu'à présent, il est tenu par les généraux. Exactement. Si oui, ils sont dans beaucoup des affaires au nord du Mali, ça peut vouloir, mais une fois de plus, ils vont utiliser, comme tu l'as si bien dit, c'est lui qu'ils ont mis au pouvoir là-bas, Tebboune, pour revendiquer leur forfaiture. Donc, l'Algérie, on ne peut plus de donner l'Algérie de ce qui s'est passé. Bon, moi je crois que dans les rapports entre les pays, il faut connaître le peuple qu'on a en face. Oui. C'est extrêmement important. Et ça, il faut capitaliser sur tous les rapports qu'il y a eu entre nous. Si vous prenez le Sénégal, par exemple, le Sénégal, en 1960, a fait un embargo sur le Mali. En 2012, il a fait un embargo sur le Mali. En 2021, il a fait un embargo sur le Mali. Lorsque Diomaye Faye a pris le pouvoir, on s'attendait à ce que le Mali soit l'un des premiers pays visités. Mais comme un camouflet, le Mali a été pratiquement le dernier. Après avoir visité tous ces pays, jusqu'à aller en Côte d'Ivoire avec dans des pays qui ne sont pas frontaliers avec lui. Ensuite, il a, à un moment donné, le bruit a couru qu'ils ont fait appel à l'OTAN pour sécuriser leurs frontières avec le Mali. Donc c'est un ensemble de choses. Moi, si je suis un dirigeant malien, désormais, par exemple, toutes mes marchandises, la quantité de marchandises, je ne ferai plus jamais passer la même quantité de marchandises par le Sénégal. C'est exclu. Quels que soient les avantages qu'on nous donnera, je ne le ferai plus. Je réduis au strict minimum. Parce qu'un peuple qui est... une administration qui est habituée à chaque petit problème à fermer ses frontières, il ne faut plus lui faire confiance. Donc ça, c'est pour situer un peu. Mais pour l'Algérie, excusez-moi de rappeler quelque chose que j'avais lu avec Barack Obama dans Terre promise, une terre promise. Il a dit la tendance au conflit est dans la nature de l'arabe. C'est aussi par essence un ennemi. Sa personnalité lui interdit tout accord ou compromis. Vous voyez ce qui se passe avec la France, avec les rentes mémorielles, chaque fois on revient sur les mêmes choses, chaque fois il soulève des problèmes. Ça c'est la nature du peuple arabe. Et c'est des gens qui revendiquent, qui font toujours de la surenchère. Actuellement, Bruno Retailleau et tous les autres, beaucoup de politiques français, on commence à dire qu'il faut arrêter, il faut tout arrêter avec l'Algérie, parce que c'est devenu excessif. Mais c'est leur tendance naturelle. Et donc, nous, notre réaction, c'était déjà prévu, parce que quand le Premier ministre avait dit à l'ONU qu'on va répondre coup par coup, c'est ça leur façon de traiter le problème. Ils font de la surenchère, on surenchérit, jusqu'à ce qu'ils sachent que non, on va pas, on est prêt à aller jusqu'au pire. C'est leur manière de faire. Mais ensuite, si on en revient à la situation politique actuelle, Tebboune, bien que étant du FLN, il s'est présenté en candidat libre. Il n'est pas élu au nom de choses. Et donc, forcément avec l'appui, parce que tout le monde l'a constaté, en Algérie, il y a deux pouvoirs, le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Le pouvoir militaire, c'est là où se situe le vrai pouvoir. Si vous constatez, dans l'architecture gouvernementale, Tebboune est le ministre de la Défense. Tout de suite, ça trahit une certaine méfiance vis-à-vis de l'armée.
Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il ne faut pas perdre de vue cet aspect de la question. Si on perd de vue cet aspect de la question, on va traiter avec Tebboune. Moi, j'en veux pour preuve, Tebboune, une semaine auparavant, avait apaisé la situation par un discours qui présageait d'une bonne entente entre le Mali et nous. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on en vienne à ça subitement? D'abord parce qu'il n'a pas la même mise sur le politique. Moi, je crois, c'est ce que une logique que je déduis des faits, sans que rien présage de ce qui va se passer, on tire sur un drone malien. À ce moment-là, il y avait toutes les possibilités d'appeler les collègues de l'ECOMOG pour leur dire qu'est-ce qui se passe. On fait fi de cette situation. Je crois que c'est dans la précipitation qu'ils ont agi. Et je ne crois pas, selon ce que moi j'ai vu, parce qu'il y a eu un premier communiqué des rebelles qui ont revendiqué l'attaque du drone. Le groupe terroriste du FLA. Le groupe terroriste. Ensuite, il y a eu un second communiqué d'une partie de l'armée qui se trouve sur les frontières, qui ont fait ce second communiqué. C'est après que le ministère de la Défense, à travers le chef d'état-major général de l'armée, a fait un communiqué pour répliquer au communiqué malien. Si on voit cette situation avec les précisions qui ont été données par le Mali, la latitude, la longitude, tout ce qui a été donné, si on regarde les communiqués qui ont été produits, le premier par le groupe FLA, c'était une maladresse. Mais peut-être c'est là où se trouvait la vérité. Ça veut dire que... C'est le FLA les moyens techniques d'abattre... Mais c'est justement, est-ce que ce n'est pas pour couvrir le fait qu'ils ont des moyens actuellement de bombarder les drones et qu'il ne faut pas montrer? Des moyens fournis soit par l'Algérie, soit par l'Ukraine. Est-ce qu'à la fameuse réunion qui devait se tenir, est-ce qu'il n'y avait pas des Ukrainiens là-bas? Sur le territoire malien, si on arrivait à les bombarder, on allait récupérer les corps, on allait savoir qui est qui. Donc il y a un ensemble d'hypothèses qui sont ouvertes. Moi, je n'exclus pas, parce que dans le premier communiqué de l'armée, ils disent que le drone a pénétré sur 2 km. Ouais. Ils n'ont pas parlé d'aller-retour, ils ont dit que ça a pénétré sur 2 km. Effectivement. 2 km après la frontière malienne, le drone a été, selon les indications qui ont été données, a été retrouvé pratiquement à 9 km de la ligne frontalière. Ce qui suppose que ça fait, le drone ayant été frappé à son point de pénétration sur le territoire algérien, ce qui suppose que quand on l'a frappé, il a fait un parcours de 11 km. Parce que les 2 km... Plus les 9. Plus les 9, ça fait 11 km. C'est inimaginable. Oui. Ensuite, le communauté gouvernemental a réduit ça à 1,600. Moi, je me pose une question. Ils ont réduit de 400 mètres. Ces 400 mètres concordent avec les 400 mètres entre le point où le drone a été frappé, selon les Maliens, la latitude et la longitude selon lesquelles ça a été frappé, et le point d'impact sur la Terre. 400 mètres. Pourquoi? Pourquoi ont-ils réduit de 400 mètres? Peut-être qu'il faut s'attendre à un raisonnement, à une objection technique qu'ils veulent soulever, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore soulevé. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas exclure l'idée que le drone a été frappé au Mali par un engin à partir d'une position sur le territoire malien. Et que, manifestement, s'ils ont fait fi de tous les canaux qui pouvaient leur permettre de désamorcer cette situation, c'est parce qu'il y a eu une situation qu'ils ne pouvaient plus maîtriser. Il y a anguille sous roche. Et les autorités ne voulaient pas que ça se sache. Mais aussi,
le FLA a fait un communiqué, ce qui était maladroit. Le pouvoir, comment est-ce qu'ils appellent ça là, de l'armée qui occupe la région, la 6e région je crois, a fait un communiqué pour couvrir le communiqué du FLA en disant c'est pas eux. Et ensuite le gouvernement en réponse du Mali a fait un communiqué. C'est pourquoi j'ai dit, Tebboune n'était pas au courant, le pouvoir politique n'a pas été averti, c'est une décision qui a été prise à une échelle inférieure et on a voulu couvrir parce qu'on ne pouvait pas laisser tomber. Ça, c'est ce que je vois. Bon, le reste du problème, c'est on s'enferme dans des mensonges comme ça, on ne s'en sort pas parce que la logique des faits viendra toujours contester ce qu'ils sont en train de dire. Si vous prenez les communiqués, le communiqué des autorités militaires du ministère de la Défense, c'est du n'importe quoi. Je m'excuse du terme. Quand on va dire les pouvoirs maliens, quand il y a trop d'arguments, c'est qu'on n'a pas d'arguments. Quand on va s'en prendre à la gestion, on va traiter les autorités internes du Mali, c'est pour noyer le poisson. Parce que ce n'est pas la vraie raison qu'ils vont donner. Ils ont tourné en rond pour donner. Et si vous pensez, par ailleurs, ils pensent que les Touaregs maliens sont aussi peut-être leurs protégés, ou bien ils sont aussi des Algériens, et qu'on veut empêcher qu'on commette des crimes contre la population. Donc il y a un ensemble de choses qui sont là-dedans. Moi, je crois qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une attaque à partir du territoire malien et même par le FLA, soutenu peut-être par l'Ukraine, et qu'on ne voulait pas laisser découvrir. Ok, merci doyen. Toutes les hypothèses sont sur la table, c'est pourquoi nous vous avons invité. Nous avons besoin de savoir en toute liberté qu'est-ce que vous en pensez. Quitte, il y a plusieurs hypothèses. Il faut pas aussi, on n'écarte pas une attaque à partir peut-être du territoire malien, tout comme on n'écarte pas une attaque à partir du territoire algérien. Mais une attaque à partir du territoire malien, c'est une causerie de débat. Suppose qu'il faut d'abord implanter un système de défense anti-aérienne au Mali sans l'aval des autorités maliennes, ce qui aujourd'hui, au vu de la puissance de l'armée malienne, semblerait très difficile, premièrement. Deuxièmement, une telle technologie dans un pays suppose qu'il faudrait avoir des hommes bien entraînés à les utiliser. Par exemple, nous avons vu pour lancer des missiles contre les territoires russes. Oui. Donc, Poutine a été très clair que les Ukrainiens ne savent aucunement manier de telles armes. Donc, il faut forcément des militaires de l'OTAN. C'est que l'OTAN n'a jamais dit, n'a jamais nié. Donc, pour manier une telle arme, ça peut être des S-300 ou bien des S-400 qu'on ne peut pas cacher forcément. Parce que si c'est des MyPad utilisés pour abattre des engins, je pense que leur portée c'est autour de 5 km. Or, les drones Akinci volent jusqu'à une altitude de 11 à 12 km. Donc, il faudra voir l'altitude à laquelle se trouvait le drone au moment qu'il a été attaqué. Mais autre chose, de tels engins ne peuvent pas transiter, venir au nord du Mali, par le centre du Mali, ou bien, je ne sais pas, à partir d'un autre pays voisin, sans que le Mali ne puisse les repérer. Si ça arrive, c'est ce qui veut dire que les engins ont transité par le territoire algérien. Donc, une fois de plus, c'est l'armée algérienne qui aurait camouflé un tel système en territoire malien. Là, au moins, je pense qu'on est d'accord qu'un tel engin ne peut pas, une telle technologie, on ne peut pas loger ça au Mali, à la frontière algérienne, sans l'aval des militaires algériens. Et là encore, et puis les utiliser encore, quitte il faudrait être formé. L'Ukraine même aujourd'hui, je pense, est un peu dépassée par sa situation. Et c'est les Ukrainiens qui manquent d'hommes, qui ont même commencé à mobiliser les femmes, et bientôt les jeunes de 18 ans. Est-ce que les Ukrainiens ont suffisamment d'hommes à les faire déployer ici en territoire malien? Je pense plutôt qu'il faudrait voir une implication directe de l'OTAN qui agit sous couverture de l'Ukraine. C'est ce que je pense. On est dans une causerie de débat. Oui. On peut que conjecturer, On peut que conjecturer. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je l'avais dit, qu'il y a trop de choses, trop de questionnements autour de cette affaire-là. Déjà, les autorités maliennes ont ouvert une enquête, mais ce qui est sûr et certain, ce qui est scientifique, le chef d'état-major général de l'armée a communiqué, il a donné exactement les coordonnées
comment ça s'appelle là, les coordonnées de l'agression contre le drone. Oui, les coordonnées, comment on appelle, les coordonnées géographiques du drone en question. Oui. Il a donné l'altitude, la longitude, et puis en bon scientifique, quand on tire sur un projectile, sur quelque chose, il y a 1000 chances que du point d'impact du projectile, disons, de là où on a tiré sur le projectile, à son atterrissage sur le sol, et là, tout coordonne, quoi. Les dimensions coordonnent, parce que ça descend en quelque sorte en chute libre. Donc, comment est-ce que les Algériens peuvent nous dire, ils peuvent nous faire croire au Père Noël par leur communiqué que le drone a été abattu à 2 km. Le drone aurait pénétré dans leur espace aérien à 2 km et ça a été abattu là-bas. Un drone qui a été abattu en Algérie se retrouve, l'impact est sur le sol malien. Et à 11 km. À 11 km. Hein? On n'est pas né de la dernière pluie. Ok. Oui. Docteur, pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ces degrés? Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, à ces degrés de méfiance entre les deux pays? J'ai dit, le problème entre le Mali et l'Algérie, ça ne date pas de maintenant. Quand on regarde dans les rétroviseurs, depuis que l'Algérie, la crise algérienne de 1990, avec les fils Abbassi Madani et Ali Belhaj, ils avaient remporté les élections. Oui, oui. Malheureusement, les généraux les ont privés de ça. Et les problèmes, la guerre civile a commencé. D'ailleurs, cette histoire de kamikaze, de ceci, de cela, on a vu ça avec les Algériens. Donc, à un moment donné, il fallait mettre fin à la guerre. Donc, il y a eu un compromis entre ces groupes-là et les islamistes et le gouvernement algérien. Le sud algérien, qui était le nord du Mali, est une zone par excellence de convoitise. Parce qu'au regard de notre densité, c'est une zone moyennement dense. Oui. 1 à 2 habitants par kilomètre carré au plus. Très peu peuplé. Très peu peuplé. Donc c'est une zone par excellence de trafic de toutes sortes. Et une zone très très intéressante pour ces trafiquants-là parce que 80%, il semblerait 80% des stupéfiants consommés en Europe prenaient une voie. Maintenant, ils ont dévié cette voie-là. Ça passe par le nord du Mali. Donc, tous les trafiquants de Grand Akabi se sont retrouvés là-bas. Et c'est pour cela que eux aussi, ils ont imposé, ils ont pris nos soi-disant rebelles, ils ont pris comme épouvantail. Chaque fois que le gouvernement malien essayait de militariser ces zones, d'être présent, et il soulevait une rébellion. Et là, ils pensent que voilà, le Nord Mali était leur patrimoine jusqu'à aujourd'hui, où des vrais patriotes sont venus à la tête du pays. On a dit non. Le territoire malien nous appartient. Donc, malgré tous les agissements des rebelles et tout ça, on a pu quand même récupérer Kidal et tout. Mais derrière tout ça, je mettrai ma main au feu que il y a des puissances étrangères qui dealent avec l'Algérie. Ils ne sont pas avec eux, mais quand il s'agit du Mali, leur intérêt qui est là, ils dealent avec l'Algérie pour pouvoir nous causer de dommages. Et on est sur cette optique-là. Et c'est l'Algérie qui doit comprendre. L'Algérie a tout à gagner, vraiment en travaillant avec le Mali. Avec un Mali stable. Exactement, avec un Mali stable. Et c'est ce que les anglo-saxons disent. Et les relations vont être win-win. Même si, par exemple, si on dit du pétrole malien, que le pétrole malien doit être extrait et tout, il faudrait obligatoirement avoir une voie de sortie sur la mer. Ouais. Et la voie la plus sûre, c'est la voie algérienne. Déjà, l'Algérie a des installations. Ils peuvent communiquer seulement les installations maliennes et puis voilà, tout est parti. Mais l'Algérie veut quoi? Tout pour moi, rien pour le Mali. Et ça aussi, on ne va jamais accepter. Mais est-ce que ce qui fait cela, ce n'est pas parce que les officiers algériens, c'est l'armée algérienne qui est aux commandes,
les officiers algériens ne sont pas dans une dynamique de sous-traitance avec les grandes puissances. Parce que l'Algérie joue son influence aussi au niveau international en jouant avec une crise au nord du Mali. Évidemment, ça a toujours été comme ça. Inspecteur, pourquoi ces deux pays qui étaient si proches, au temps du président Modibo, Ben Bella, jusqu'au même au temps du président Boumediene, le président Moussa Traoré, mais pourquoi subitement on arrive à ces degrés de méfiance? Il y a des points psychologiques et des points matériels. Psychologiquement, un Nilien a son caractère, un côtier a son caractère, un Sahélien qui n'a pas d'accès à la mer a un caractère. Il était évident que l'Algérie, pays côtier, a une certaine condescendance vis-à-vis de la République du Mali, qui est un petit pays. D'ailleurs, c'est tous les pays côtiers ont ce regard condescendant envers les Sahéliens. Ça, c'est un effet psychologique. Deuxième problème, l'Algérie considérait le Mali depuis longtemps comme sa profondeur géographique. Son arrière-cour, où elle a son mot à dire sur ce qui se passe au Mali. L'installation, c'est pourquoi Africom, ils ont refusé l'installation de l'Africom, ça ne leur plaisait pas. Ils refusent l'installation d'une armée française dans le coin. Ils se protègent et ils pensent se protéger. Ça, c'est le deuxième point psychologique. Troisièmement, il y a des problèmes matériels. Pendant les temps de trouble, il y a eu toutes sortes de trafics dans le Sahel. Ça a commencé par les cigarettes, on est allé vers la drogue, on a fini par les armes. C'est classique. Partout où il y a ce genre de trafic, ça va crescendo, on finit par le trafic des armes. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la déstabilisation du Nord Mali profitait aussi aux militaires qui ont organisé ce trafic-là. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que tous les généraux, tous les hauts gradés puissent dans cette affaire-là. Actuellement, le ministre délégué Chengria, il était, avant d'être chef d'état-major, il était dans ces contrées. Il avait même été accusé par Germit Bounouira, qui était secrétaire général du FLN, de tremper dans ce trafic-là. Depuis il n'était pas encore devenu ministre délégué. Il était simple chef d'état-major. Mais il a été extradé de la Turquie. Ils ont été condamnés. Il s'est retrouvé en prison pour ça. Donc, ça, c'est un secret de polichinelle. Tous trempent dans cette affaire. C'est pourquoi ils sont puissants. Et c'est pourquoi aussi ils ne veulent pas que ça s'arrête. C'est pourquoi ils peuvent prendre des initiatives qui ne sont pas approuvées ou bien sans avertir le pouvoir politique. Cette dissension fait qu'aujourd'hui, si nous, on veut résoudre le problème, on n'a pas tous les éléments. Parce que tant qu'il n'y a pas un rééquilibrage entre le politique et le militaire là-bas, nous aurons des problèmes. Et qu'il faut passer par autre chose que ce chemin classique. Donc, vous avez ce trafic qui s'est installé, auquel il y a aussi la convoitise sur le sous-sol malien. Toute cette énergie fossile qu'on suppose qu'il y a dans la contrée et qui doit être vendue à l'extérieur, et le débouché naturel, c'est l'Algérie. Mais qui aurait pu en profiter en prenant simplement des royalties, mais qui est gourmande. Et derrière l'Algérie, il y avait la France. Et l'Algérie avait voulu réserver ces gisements-là sans les exploiter pour plus tard. Donc ils ont pris ces choses-là, ils veulent garder et ils veulent avoir la même mise. Mais c'est difficile parce que quand il y a des problèmes au nord, avec des ressortissants maliens, c'est difficile de garder sous la main un gisement inexploité ad vitam aeternam. Parce que avec la rébellion, ça change. Peut-être que le Mali peut prendre le dessus, peut-être qu'un jour, c'est les rebelles qui prennent le dessus. Donc, c'est instable. C'est un calcul à long terme qui est dangereux.
Mais toujours est-il que l'Algérie lorgne sur le gisement malien, sur les gisements maliens. Ça, il ne faut pas l'exclure. Mais un facteur aussi qui complique la situation, c'est que la France a tissé autour du Mali une ceinture d'oppression. Tous les pays côtiers qui nous entourent, plus même la Mauritanie qui venait d'avoir des contacts avec l'OTAN, et l'Algérie, qui est notre principal débouché direct où on peut traverser à partir de la situation des gisements. Donc la France qui était derrière. Mais ce que la France ne sait pas, c'est que quoi qu'il fasse, même s'ils s'entendent, l'Algérie jouera son propre jeu. Ils peuvent faire semblant de s'entendre avec la France pour nous brimer, mais en réalité, ils vont jouer leur propre jeu. Donc, il y a un ensemble de situations qui fait que c'est un pot pourri. Et donc, pour s'en sortir, on ne peut pas s'attendre que le président Tebboune, aujourd'hui, reprenne la main, que le politique reprenne la main sur le militaire. Comme ça, c'est un rêve. Donc, il faut chercher d'autres solutions qui ne sont pas du côté politique. Et je crois qu'on en arrivera à ces autres solutions. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce qui nous conduit aux perspectives, inspecteur, parce que les solutions possibles, si Tebboune est out, je pense que tous les trois ici sur le plateau, là nous sommes d'accord là-dessus, Tebboune, ce n'est pas lui qui a la main, ce n'est pas lui qui décide, c'est véritablement les officiers algériens. On ne dit même pas l'armée algérienne en tant que telle, c'est l'armée, mais ça se comprend aussi entre parenthèses. Alors, toute discussion, ça doit être directement avec les militaires algériens, c'est ça? Pas forcément. C'est-à-dire que, comme on dit, la politique, c'est le prolongement de... non, la guerre, c'est le prolongement de la politique. Quel est le problème d'insécurité qui s'oppose? C'est la partie des rébellions ou des terroristes. Ça veut dire que nous avons une frontière qui est certes très longue, mais qu'il faut faire un maillage où on va affecter à cette pentière un camp extrêmement bien fourni, de manière à surveiller toute la frontière et couper la route à ce trafic. Couper la route à ce trafic, à ces trafics-là, serait le premier point, le premier départ. Parce qu'une fois que les militaires ne pourront plus bénéficier du produit de ces trafics-là, il y aura moins d'intérêt pour l'endroit. Le second point, en surveillant ces endroits-là, on réduit le terrorisme. Et c'est après seulement qu'on pourra aller, comment dirais-je, à une négociation avec les Maliens qui ont pris les armes. Contrairement à ce que Mara avait demandé. J'en profite pour rappeler que Mara, c'est quelqu'un qui fréquente tous les lieux de culte. Et je suppose qu'il doit connaître un peu plus les préceptes religieux. Allez-y. Donc, j'en profite pour revenir un peu en arrière parce qu'on avait fait un débat sur les propos de Mara. Ok. Je le renvoie au Coran, le chapitre, la sourate 47, le chapitre 33, qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres. » C'est extrême. Ne rendez pas vaines vos œuvres. Mais on verra pourquoi on le dit dans la sourate 35 qui suit. Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes plus haut. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Ça répond à sa question. Ça revient à ce qu'on avait dit. Donc il faut balayer, il faut surveiller l'endroit, rendre le trafic impossible, mater la rébellion et ensuite tendre le bras. Mais jamais de but en blanc comme ça, aller proposer, c'est déconseillé par le Coran. C'est une lecture que j'ai faite. Bon. C'est un lien que vous établissez avec la sortie de l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Qui demandait de discuter, voilà, de dialoguer avec les touristes. Voilà. Je reviens sur ça pour lui dire, il se trompe parce que même le Coran donne la manière dont il faut sortir de la guerre, d'un tel conflit. Pourtant, les pseudo-terroristes là disent c'est battre au nom de l'islam. Donc, ce qui est très contradictoire.
De leur côté, ça ne me surprend pas. Mais du côté de quelqu'un qui fréquente tous les lieux de culte, qui est investi, qu'il ne sache pas ça, qu'il propose quelque chose qui est tout à fait contraire aux préceptes du Coran ou au conseil du Coran en la matière, ça c'est un peu étonnant. Merci. Donc, oui. Évidemment, moi, Les perspectives. Oui, vous savez, on a dit sans paix, il n'y a pas de possibilité de développement. Qui gagne dans cette histoire-là? L'attitude de l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Trop, c'est trop. Cette situation-là, vraiment, il faudrait qu'on s'en sorte. Mais comment s'en sortir, c'est ça? Oui, pour le bonheur de tous, il faudrait que l'Algérie arrête son attitude de belligérance, son attitude vraiment de condescendance, son mauvaise attitude parce qu'ils ne veulent pas que peut-être le Mali aussi se développe, je ne sais pas trop. Parce que ces pays-là, l'Algérie... Mais, docteur, pardon, je ne vais pas vous couper. Oui. Vous-même, vous aviez à le dire ici que ce sont les militaires algériens qui sont en commande. Mais vous pensez que l'Algérie doit sortir de cette belligérance. Mais si l'Algérie ne s'en sort pas, on fait quoi? On va attendre tranquillement jusqu'à... Non, pas du tout. Pas du tout. Et s'ils ne sortent pas, alors c'est ce que le monsieur, notre ministre des Affaires étrangères a dit. Dorénavant, au Mali, une balle tirée, c'est... Tu nous tires une balle, on te tire une autre balle, c'est comme ça. La réciprocité. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas le message vraiment de la paix. Et de la paix, peut-être, de la guerre, peut-être, probablement, va jaillir notre paix là. Si l'Algérie comprend que le Mali aussi est un pays qui s'est beaucoup armé, qui a son mot à dire, peut-être ils vont cesser ça. C'est ça. Sinon, je ne comprends pas pourquoi avoir cette attitude-là. Ça n'amène à rien. Si vous avez des choses, des problèmes avec le Mali, il y a la diplomatie. Discutons. Nous sommes des voisins. Qu'ils le veulent ou pas, c'est Dieu qui a fait qu'on est voisins, l'Algérie et le Mali. Donc on est obligé de composer ensemble. Oui, mais vos questionnements trouvent leur réponse dans ce que les doyens avaient dit. Il faudrait connaître la typologie du peuple, le type du peuple qu'on a en face, c'est très important. C'est des gens qui veulent aller jusqu'au bout, donc il faut peut-être... répondre du tic au tac. Oui. Du tic au tac. Monter au créneau. Mais il y a un autre enjeu qu'on n'avait pas cité, parce que j'ai dit il y a plusieurs problèmes qui sont agglutinés. Un des problèmes, depuis 1945 au minimum, vous avez vu quelle fédération se constituait? Il n'y en a pas. Au contraire, peut-être à part la fédération de Russie, qui est ressortie de l'URSS, il n'y en a pas. Au contraire, c'est les pays qui se sont divisés. Je crois qu'on n'avait pas parlé de ce problème-là ici. Aucun pays au monde n'a intérêt, je dis bien aucun, même si c'est les îles Fidji, n'a intérêt à ce que l'AES se constitue. Parce que c'est une force. C'est là, on allait arriver même à ce niveau. C'est-à-dire le rôle de l'AES dans ce qui se joue. Parce que ce n'est pas qu'une guerre contre le Mali, c'est une guerre contre l'AES. C'est la survie de l'AES, qui se joue, d'après mon analyse personnelle. Donc, quel rôle vous donnez à l'AES dans ça? Bon, moi, j'en reviens à ce que j'avais dit. On avait dit ici qu'il ne faut pas se leurrer. Aucun pays ne va tout bonnement laisser l'AES se construire. Aucun. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ils verront ça, mais ça ne leur plaît pas. S'ils peuvent l'empêcher, ils le feront. Je l'avais dit qu'on n'en est qu'au début. Et on va profiter de toutes les situations pour essayer de casser la dynamique. Ça, il faut s'attendre à ça. Donc l'enjeu, c'est la constitution de l'AES en tant que fédération. Et l'Algérie, imaginez, l'Algérie va se retrouver sur une frontière commune avec une fédération qui fait 2300 km avec sa frontière. Et 70 millions d'habitants, alors que l'Algérie elle-même n'a que 44 millions d'habitants. Donc c'est une force qui se constitue à sa porte. Alors qu'elle pensait que c'est elle qui va régner dans le Sahara,
voilà que des pays se mettent ensemble, veulent faire une fédération et veulent constituer un point lourd et qui pourra renverser les données. Donc ça c'est extrême, c'est capital. Aucun pays au monde, peut-être la Russie a intérêt, parce que la Russie était en train de scier la branche sur laquelle la France est assise. La France a essayé d'attaquer la Russie sur le plan, tous les plans, mais surtout sur le plan économique pour la fourberie. La Russie, en compensation, vient au Sahara, dépossède la France de ses possessions. Et vous avez entendu Macron dernièrement le dire à des jeunes, votre avenir ne se construira pas sans l'Afrique. Oui. Il l'a dit, et c'est clair. Sans l'AES, la France va perdre beaucoup. Et donc, il y a cet aspect de la question aussi qui rentre en ligne de compte. Maintenant, pour l'AES, on est dans une démarche qui est extrêmement sensible. Et chacun des problèmes, moi j'ai vu des gens dans les commentaires, dans les vidéos, dès lors le truc a été attaqué, notre drone a été attaqué, qui revendiquait pourquoi est-ce que le Niger ne se lève pas, pourquoi tel... Ouais. Alors ça, c'est ça qui n'est pas bon. Nos autorités ont été très, très patientes, très intelligentes. Ils ont fait des enquêtes. Parce que si le Niger doit abandonner ses intérêts avec l'Algérie pour cette situation, il faut que ce soit sur des bases solides. Donc les enquêtes qui ont été menées ont convaincu le Niger qu'effectivement l'Algérie est en faute. C'est pourquoi elle a rompu ses relations. Et ce serait à chaque fois comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, si les autres pays doivent s'ajouter à nous, ou sinon nous, on doit s'ajouter aux autres pays, nous devons peut-être renoncer à des intérêts pour le faire. Et pour ce faire, il faut être en terrain sûr. Il ne faut pas tout de suite réagir. Et même quand ils ont fermé l'espace aérien, aujourd'hui le même problème se pose. On demande, le Niger n'a pas fermé. Ce n'est pas automatique. Il faut évaluer les choses. Et nous sommes impatients. Nous voulons que ça aille du tic au tac. Mais il y a beaucoup d'enjeux derrière. Oui, mais douanier, il y a des choses aussi qui se disent qui ne sont pas en réalité la vérité. Parce que l'AES, là, c'est 3 nations qui se sont fondues dans le même creuset en voulant chercher une solution à leurs problèmes. Nos problèmes étaient les mêmes. Donc, voyez-vous un peu, je vous renvoie un peu à ce que, après le coup d'État contre Bazoum, les Otaniens, avec leurs acolytes ici africains, disaient qu'ils allaient agresser le Niger. En réalité, ce projet est allé dans l'eau à cause de ce que le Mali et le Burkina ont dit. Nous, on a répliqué automatiquement. Si on agresse le Niger, le Mali rentre en guerre. C'est vrai, rentrer dans une guerre, ce n'est pas si simple. Mais malgré nos moyens, nos efforts, parce que notre pays est en guerre depuis 2012, malgré tout ça, le Mali dit qu'il va rentrer en guerre, le Burkina aussi a dit qu'il va rentrer en guerre. Et effectivement, l'histoire du Mali a eu une autre envergure quand les 2 pays membres de l'AES ont pris vraiment le communiqué du Mali et ils en ont fait leurs problèmes personnels aussi. Ils ont dit qu'ils vont fermer leurs frontières. C'est là où les gens ont eu très peur. Parce que quand on est ensemble, on est unis comme ça, comme vous avez dit, M. Koulibaly, on est unis, on est plus fort. C'est ce que les États-Unis ont compris. Et au lendemain des indépendances, c'était vraiment l'idée des panafricanistes comme les Kwame Nkrumah, comme les Sékou Touré, les Modibo Keïta. Et ils avaient compris qu'en allant aux indépendances avec des micro-États, on n'est rien. Mais quand on est ensemble, on est fort, on est nombreux, on a un grand territoire et on peut vraiment se développer, sortir de cette ornière-là. Voilà. Donc moi, je pense que ce que le Niger, ce que les Burkinabés ont fait, c'est salutaire. On souffle dans le même sifflet maintenant. Et ça fait peur.
Et je pense que ça a même fait peur à l'Algérie. Je reviens même d'ailleurs au doyen, pardon. Oui. D'ailleurs, cet investissement massif de l'Algérie au Niger, c'est dont vous faites cas. Est-ce que c'est même pas fait exprès pour piéger les pays de l'AES? Parce que on disait à chaque fois que le Niger doit d'abord évaluer ses intérêts avec l'Algérie. L'Algérie, sachant bien qu'elle doit s'attaquer, la nation algérienne s'attaquer au Mali, donc elle profite pour investir massivement au Niger. Une façon d'extraire, ou bien en tout cas d'empêcher de s'aimer la zizanie, retarder toute intervention potentielle du Niger contre l'Algérie. Est-ce que ce n'est pas un piège? L'investissement algérien n'est-il pas un outil géostratégique de l'Algérie? Bon, j'entends déjà les objections de mon neveu, mais quand le Mali et le Burkina ont voulu réagir immédiatement parce que contre toute attaque contre le Niger, c'était une autoprotection. Quand on a dit c'est parti par palier, c'est nous qui avons commencé, ensuite le Burkina a suivi alors qu'ils ont fait une rupture avec tout ce que Blaise avait mis en place. Ils ont fait une rupture. Ça venait en notre faveur. Maintenant, il y a le Niger qui s'est ajouté. Bazoum, c'était un pion essentiel dans la contestation du Mali, dans la guerre contre le Mali. Mais si ce pays qui venait nouvellement de faire un coup, si on les laissait faire, ils allaient attaquer le Niger pour finir par s'attaquer à nous. Et d'ailleurs, en s'attaquant au Niger, ils nous affaiblissaient. Le Niger avec nous, on était encore plus fort. Oui, mais donc, pardon, s'attaquer au Mali, ce n'est pas aussi affaiblir les c'est Niger? Bien ce que je suis en train de dire. C'est notre intérêt qui nous a amenés à défendre le Niger. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et comme vous le dites, que ce soit fait exprès ou pas, il y a des relations entre le Niger et l'Algérie. Si l'Algérie doit s'ajouter à nous à chaque crise, il faut que la crise ait un fondement solide. C'est ce que je vous ai dit. Nos autorités ont d'abord fait des enquêtes. C'est avec les résultats des enquêtes, le Niger maintenant sait ce qui s'est passé. Ils ne montent pas directement au créneau comme ça parce que nous, on veut faire. Non. Et c'est ça, et ce serait comme ça à chaque fois. Et il faut veiller à ce que chaque fois qu'on va dans une sorte de crise avec l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'autre pays ne peut pas automatiquement, sans réfléchir, s'engager avec nous. Il faut toujours trouver un terrain d'entente. Parce que c'est des concessions qui peuvent être lourdes. Oui, et moi, c'est ce que je dis. Oui, moi je... Attends, il termine. Oui, Allez-y. Donc, je dis, l'AES doit se construire. Il y aura beaucoup d'obstacles, notamment ces obstacles qui sont des relations qui peuvent être instaurées pour nous diviser. Mais à chaque fois, si le Niger doit évaluer si, en suivant ces investissements, il ne va pas casser l'AES. Ils font la balance pour dire, bon, là, si on top là, on renonce à ces investissements parce que ça risque de remettre en cause l'essentiel qui est la fédération. Chaque fois qu'on va dans ces choses-là, chacun des pays va évaluer. On ne le fait pas automatiquement. Voilà. Oui, maintenant, avant que vous repreniez parole, oui. Parce qu'il faudrait prendre en compte un élément aussi. Un ancien président du Niger, Mamadou Youssoufou, le prédécesseur de Bazoum, a une fois dit, avant de se rétracter peut-être, sous la pression française sans doute, parce que lui-même ancien agent employé d'Areva, Mamadou Youssoufou avait dit que le problème de la sous-région, c'était Kidal. Oui. C'était Kidal. C'était Kidal. Exactement. Qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement? Il voulait dire tout simplement que tous les terroristes là ont pour nid Kidal. C'est-à-dire c'est à Kidal où cohabitaient à la fois les pays de l'OTAN, cohabitaient les groupes terroristes, d'ailleurs qui patrouillaient presque ensemble. Qu'on disait être des rebelles, il y a un accord, bon, on comprend ce que ça veut dire. Que le problème de la sous-région, c'était Kidal. Et si aujourd'hui, le Niger, parce que tout d'un coup, l'Algérie vient d'accélérer son investissement au Niger ces derniers temps. Sinon, pendant tout ce temps, le Niger était considéré comme l'un des pays les plus pauvres. Or, nous savons que ça devait être l'inverse.
Ils ont accéléré leur investissement depuis le départ, depuis l'expulsion des pays de l'OTAN. Ils essaient d'occuper quelque chose. Maintenant, en quoi faisant? Est-ce que cela est réellement bénéfique aux pays de l'AES? Si oui, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir encore les clauses d'investissement algériennes, que ce soit au Niger, au Burkina, même si c'est au Mali? On ne doit pas investir dans l'un des 3 pays de l'Est pour au même moment combattre un autre pays de l'Est. Nous sommes une confédération. Est-ce que ça ne pose pas problème quelque part? Si nous savons que les touristes qui ont été sauvés à la suite des frappes de drones à Kida, à Tenzawaten, Oui. ce sont des chefs terroristes qui doivent planifier des attaques à la fois contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Oui. Je ne vois pas, je ne comprends pas beaucoup de choses. Oui. Il y a la proportionnalité de la réaction. Et je vous répondrai par une philosophie que notre ministre des Affaires étrangères a énoncée. Nous sommes prêts à dealer avec tout le monde. Oui. Mais il faut respecter un certain nombre de choses. C'est aussi la même chose pour le Niger. Ils sont prêts à dealer avec tout le monde. Mais il y a un certain nombre de critères à respecter. Maintenant, si le Niger doit suivre le Mali dans une crise, il faut qu'elle se préoccupe d'une porte de sortie. Cette porte de sortie, par exemple, pour l'acheminement de ces ressources en gaz et en pétrole, pour eux, le chemin pétrole moins, parce que le pétrole peut passer par Le Bénin. le Bénin. Bon, le gaz, c'est déjà... ce n'est même pas son gaz, en réalité. Oui. Peut-être qu'il l'aura En après. fait, c'est ce que je voulais dire. Géostratégiquement, l'Algérie aussi a plus peur. Maintenant, avec l'entrée dans la danse du Niger, parce qu'il y a un très grand projet, un projet faramineux de gazoduc qui doit quitter le Nigeria, le golfe de Guinée, passer par le Niger, l'Algérie et l'océan Atlantique. Et la Méditerranée. La Méditerranée, tout à fait. Je ne dis pas l'océan Atlantique, pardon, la Méditerranée. Maintenant, si avec tous les agissements de l'Algérie, si le Niger venait à dire, bon, voilà, nous sommes en confédération. Un pays membre de la confédération, alors, est attaqué et a des problèmes par votre faute. Donc, et si vous n'arrêtez pas, alors moi, je vais sortir de ce projet-là. L'Algérie va dire, ils vont verbaliser notre propos, c'est sûr. Donc, moi, je pense que tout le temps, je reviens, ça, c'est une force. Et chacun joue, c'est comme un jeu, hein. Chacun joue son intérêt. Oui, mais docteur, Oui. là où vraiment, je respecte tellement votre analyse, Oui. mais ça veut dire quoi être une confédération concrètement? Parce que quand le ministre des Affaires étrangères du Mali dit que je suis prêt à dealer avec tout le monde dans le cadre d'intérêt de mon pays, tout intérêt du Mali qui ne sera pas contraire aux intérêts de l'AES, c'est ce que ça sous-entend. L'intérêt d'aucun pays membre de l'AES ne doit être contradictoire avec les intérêts de la Confédération. Ça, on doit être d'accord. Ce qui est sûr, Général Issa, c'est que les autorités de l'AES se concertent. Même les communiqués, quand on fait un communiqué souvent, tu vas voir que le Mali communique sur une situation qui concerne l'AES. 2 ou 3 heures de temps, au maximum après, le Niger communique et le Burkina communique. Et souvent, c'est des communiqués conjoints. Donc ça, c'est extrêmement important. Déjà, ils ont compris que l'avancée de l'AES va dépendre vraiment de la collégialité des décisions qu'on va prendre. Mali, quand le ministre Diop dit que voilà, il est prêt à dealer avec le diable, même s'il s'agit de défendre l'intérêt de son pays, c'est sous-entendu que c'est l'intérêt de l'AES maintenant. L'intérêt du Mali maintenant, c'est l'intérêt de l'AES. Sous les tables, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer entre les pays de l'AES qui ne se disent pas. Du point de vue même carburant, le Niger a une raffinerie. Le Niger donne maintenant le prix, le carburant au Mali à un prix très très raisonnable. Non, docteur, là ne se trouve pas le problème. Oui. Peut-être l'inspecteur va essayer d'apporter des réponses. Oui. Nous savons que les 3 pays de l'Est s'entraident. L'Est, c'est ça. Tout et à nous fait. sommes dans cette logique aussi. Oui. Et nous savons que les dirigeants de l'Est collaborent. Oui. Moi, ma question elle est toute simple. Oui. Est-ce un pays de l'Est doit mettre en avant ses intérêts particuliers qui sont contradictoires avec les intérêts de l'Alliance? Mais du moment où... Je crois que c'est pas si... Moi, ce dont je parle, c'est l'automaticité.
Non, ma question, si je peux... Non, c'est bien ce que je suis en train de dire. L'automaticité, c'est ce qui n'y a pas lieu. C'est-à-dire, dès qu'il y a une crise qui touche un des pays, si les autres sont impliqués et qu'ils ont des intérêts en jeu, ils doivent évaluer et procéder à une démarche. Ce qu'il est en train de dire actuellement, c'est dans ça que peut se trouver la démarche du Niger, en disant, je ne romps pas tout de suite le passage. Oui. Le projet du gazoduc. Voilà, on ne ferme pas l'espace aérien, mais il y a le projet du gazoduc, dont un des piliers, un des membres incontournables, c'est le Niger. Ça passe par le Niger. Mais si le Niger met son poids dans la balance, en disant à l'Algérie, tu arrêtes ça, en disant au Nigeria, s'il n'arrête pas, on va détourner les gazoducs sur la Mauritanie. Et pour sortir par le Maroc. Le Maroc a un poids. Le Maroc peut mettre son poids dans la balance pour amener la Mauritanie à bénéficier des royalties pour ce passage. Là, il faut obligatoirement le Mali aussi. Voilà, et par le Mali. Donc, moi, ce que je voudrais dire, ce n'est pas automatique. Il faut évaluer les choses. Chaque fois qu'il y a une crise et qu'un pays est en conflit avec l'Algérie et qu'on prend des décisions, les autres pays doivent évaluer, voir la faisabilité, voir est-ce qu'on n'a pas des moyens de pression sur l'Algérie pour qu'elle revienne à de meilleurs sentiments et qu'elle arrête cette affaire. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, je ne condamne pas. Je dis aux Maliens, il faut faire attention. Chaque fois qu'il y a une crise de ce genre, ce n'est pas automatique que les autres nous suivent. Il y a des cas où ce serait automatique. Mais il y a des cas où c'est plus délicat. Donc, ils peuvent se permettre d'attendre et de mettre en des moyens diplomatiques. Quand je dis diplomatiques, des moyens de pression dont ils disposent pour essayer de faire pencher la balance en faveur du pays de l'AES avant d'aller au clash. Moi, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas automatique. Il faut que ce soit proportionnel. Il faut aussi prendre le soin d'évaluer pour progressivement entamer des démarches. Il ne faut pas aller à la rupture. Ils peuvent peut-être ne pas aller directement à la rupture, mais ils peuvent poser les bases d'une pression pour résoudre le problème tout de suite. Moi, c'est ce que je voudrais faire comprendre. Oui, ça c'est une question de méthodologie. Voilà. C'est-à-dire s'ils veulent commencer par la pression, ou bien s'ils veulent aller directement au clash, ça dépend. C'est une question méthodologique, une démarche méthodologique. Mais là où le piège qu'il faudrait éviter, parce que si nous sommes sur ce plateau, c'est aussi pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Oui. L'AES, pour moi, l'AES est même en train de naître. On n'a même pas finalisé d'abord la création de l'AES, selon moi. Il y a beaucoup de pièges qu'il faudrait éviter dans le futur. Par exemple, si la question d'intérêt, il faut beaucoup faire attention. Les pays qui les impérialisent peuvent tout de suite investir massivement dans un pays. Ils peuvent choisir l'un des 3 pays de l'AES et mettre les paquets. Par exemple, vous vous retrouvez avec un financement autour de, je ne sais pas, 50 milliards de dollars dans un pays de l'AES qui ne s'y attendait pas. Est-ce que ça va permettre à ces pays, à cet État investisseur, de faire toutes les conneries dans les 2 autres pays de l'Est? En ce moment, l'autre là va toujours évaluer. Qu'est-ce que je gagne? 50 milliards de dollars, ça me fait combien d'usines dans le pays? Ça me fait combien de production? J'ai atteint l'autosuffisance alimentaire, j'ai suffisamment d'infrastructures, j'ai beaucoup de choses. Que dois-je faire alors avec les 2 autres pays? C'est un problème. Moi, je pense que c'est même le lieu de dire qu'il y a certains investissements de certains pays jugés peut-être un peu hostiles au pays de l'Est, qu'il faudrait que les 3 pays discutent. C'est comme ça que moi je vois les choses pour éviter de se retrouver devant un fait accompli. Exactement, Général, vous avez raison. Parce que les logiciels de ceux d'en face qui ne veulent pas notre réussite, ils feront tout. Ça aussi, c'est une option. Pour le moment, on ne peut que conjecturer, on fait des suppositions. Mais ce qui est sûr, on a commencé quelque chose. Alors, c'est un joyau. Si cette chose-là ne va pas à terme, si on s'arrête à mi-chemin, on va les regretter toute notre vie. Ah, ça, c'est clair. Oui, allez-y, et puis on passe à la dernière question. Ce que vous dites là, c'est classique.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Les pays côtiers, comment on fait pression sur eux pour fermer leurs frontières alors que c'est illégal, parce qu'on veut mettre la main sur les ressources des Maliens. Et eux, ils tirent leur intérêt. Comme on le dit, les pays n'ont que des intérêts. Nous, notre objectif, c'est d'être le même pays. Oui. Et ça, ce qui s'est passé depuis l'indépendance à nos jours, les peuples sont prêts à tout abandonner pour qu'il y ait un seul pays. Exactement. C'est les politiques qui peuvent faillir. Et donc, c'est là où l'expérience des tentatives d'union passées pourront leur instruire de tenir bon, de ne pas se laisser influencer par des investissements qui ont des dessous inavoués. Et c'est là où est le problème. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis le départ, que la constitution de la fédération, c'est un chemin extrêmement dur et rocailleux. Je vous ai dit, il n'y a pas eu de fédération après 1945. Non. Ce n'est que... Et constituer là, c'est ce pays-là, que ce soit le Niger ou le Mali, c'est-à-dire on doit renoncer à certains... on doit être prêt à renoncer à certains avantages pour constituer un pays, pour constituer une nation. Et ça, c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup, doyen. Vous avez raison. D'ailleurs, après 1945, c'est la Libye, l'Égypte et la Syrie qui ont voulu constituer un seul État fédéral. Et on connaît la suite. Ça n'a pas marché. Nous avons assisté non seulement à l'effondrement de l'URSS, mais aussi à l'effondrement tragique de la Yougoslavie. Oui. Donc, ils n'ont fait que démonter les ensembles qui étaient sur place, et même certains États dont nous nous souvenons encore de la partition du Soudan, et d'ailleurs, ils n'en ont pas fini encore. Ils continuent d'insister sur le côté Darfour. La dernière question, qui comme médiateur pour finir avec cette crise? Bon, à mon avis, compte tenu de la spécificité, je vous ai cité Barack Obama, sur le trait de caractère de l'arabe, qui va à la confrontation, qui n'est pas enclin à faire des concessions. Ça veut dire qu'il faut imposer. Ils ne connaissent que ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un rapport de force qui doit s'établir. Et c'est ce rapport de force qui va les amener à faiblir. Aujourd'hui, s'il y a un pays qui peut faire la négociation, qui peut faire la médiation, je crois qu'il n'y a pas meilleur pays que la Russie, pour le moment. Parce que leurs relations, bien que ça commence à se distendre avec l'Algérie, ils sont toujours en position de force. Parce que l'armement, ça s'entretient. L'armement, ça a besoin de pièces de rechange. Il y a tout un pan de cette coopération que l'Algérie ne peut pas jeter. D'ailleurs, 48% d'importation d'armes algériennes, c'est en provenance de la Russie. De la Russie. Et l'entretien de ces armes, et l'entretien pour les pièces de rechange et autres, pour les obus et tout, ça vient de la Russie. Ce n'est pas automatique. Ils ne pourront pas se décharger. Moi, je crois. Mais pour le moment, je crois que nous sommes dans une phase d'affrontement. Où nous devons nous montrer plus extrémistes que l'Algérie, qui n'a pas intérêt à avoir en face ces trois pays-là. Ça, il faut compter aussi dessus. Il y a d'autres leviers qu'on peut choisir. L'Algérie qui prétend pour vouloir rentrer dans le Conseil de sécurité de l'eau, ça c'est déjà, on peut bloquer. Déjà, la lettre du Mali met ça en difficulté. Voilà, on met ça en difficulté. Mais ensuite, il y a toute la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Quand le Maroc a proposé ses ports, ce n'est pas sans arrière-pensée. Mais le Maroc est extrêmement futé. Ils savent qu'il y a la Mauritanie entre nous. C'est qu'ils ont les moyens de convaincre de mettre la Mauritanie pour détacher la Mauritanie de l'Algérie pour qu'on puisse frayer un chemin vers la mer. Ce n'est pas, le Maroc mettra son poids dans la balance. Mais il y a le Sahara occidental qui est aussi un moyen de pression. Nous, on n'a pas encore pris position tout à fait, mais si l'AES se prend, c'est trois pays que l'Algérie va perdre. Et d'ailleurs, pour toute chose, ils viennent de tirer le 9 ou le hier ou aujourd'hui, on est le 11 aujourd'hui, avant-hier ou hier, ils viennent de tuer 2 Sahraouis comme ça, pour des futilités. Leur exaction,
Parce qu'ils ont des problèmes même avec le truc de libération des Sahraouis, là. Voilà, ils ont des problèmes avec ceci. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Le Polisario. Le Polisario. Bon, ils ont des problèmes avec ceci. Ils ont des problèmes avec la Libye. Le maréchal Attar qui vient maintenant à leurs frontières, ils ont des problèmes avec tout le monde. Bon, avec les 3 pays de l'AES, si il faut contrer leur velléité de division. Et ce n'est pas eux seulement. Hein. C'est la France, c'est l'OTAN. Et je vous le dis, je le dis encore, il va y avoir beaucoup d'épines sur la route. Beaucoup d'épines sur la route. Il faut, moi, par exemple, il faut aller par petits pas pour réaliser. C'est plus solide. Quand on a parlé d'intégrer des pays, j'ai dit non, il faut l'éviter. Parce que c'est très difficile de mettre ensemble des pays avec des intérêts qui peuvent être divergents pour aller vers une union. C'est extrêmement difficile. Donc il faut tenir compte de ça et ne pas mettre systématiquement la pression sur l'autre pays pour qu'il agisse comme nous. Donc ils ont aussi leur façon de penser, ils ont leur façon d'évaluer les choses et peut-être qu'on va trouver une meilleure solution avec eux. Mais pour le moment, il faut aller au bout de l'affrontement. Oui, il faut rééquilibrer totalement. Voilà, rééquilibrer jusqu'à ce que l'Algérie sache qu'elle ne peut pas renverser la balance en sa faveur. Et d'ailleurs qu'elle n'a même pas intérêt à ouvrir un front militaire avec le Mali. Avec le Mali. Parce que ça, de l'autre côté, ça libère le Maroc qui veut prendre les Sahara. Oui, les choses ne sont pas si simples à expliquer parce que l'Algérie, souvent je regarde ces pays-là, il me faut beaucoup rire. Vous vous rappelez du printemps arabe? Ce n'est pas encore fini. Le printemps arabe qui a fait partir le président tunisien. Et Ben Ali. Hosni Moubarak de l'Égypte. L'assassinat de Kadhafi. Présentement la Syrie. Oui. Et même le Yémen. Et même le Yémen. L'Algérie est une nation ciblée par ces Occidentaux-là. Mais l'Algérie n'a rien compris. Ils n'ont rien compris et ils liront leur... Parce que cette attitude-là, quand on voit un peu Kadhafi, qu'est-ce qui a signé le certificat de décès de Kadhafi? Kadhafi aurait tout à gagner en essayant de rester avec les Russes. De rester avec les Russes. Les Russes ou les Chinois. Oui. Mais Kadhafi, non, est allé se foutre dans la gueule du loup. Ami de Sarkozy. Ami de Sarkozy. Et qui a tué Kadhafi? C'est Sarkozy. Et c'est lui qui a financé la campagne. Exactement. Et le président Tebboune, les Algériens, récemment, il y a le ministre des Affaires étrangères de la France qui est passé là-bas. Oui. Mais c'est des alliances contre nature. Au regard de tout ce qui se passe là, ce que la France a fait endurer à l'Algérie, les Algériens ne doivent pas faire passer ça comme ça, avaler cette pilule-là. Ils auraient tout à gagner en restant avec les Russes et en essayant de tirer quelques bons rapports de voisinage. L'Algérie est contre tous ses voisins. C'est comme on dit à Bambalanga, tu as mis la poussière dans les yeux de tous ceux qui s'amusent avec toi, quoi. Et là, c'est extrêmement dangereux. Moi, je crois qu'il y a des effets induits. L'Algérie face à nos pays. Il y a des effets induits à l'intérieur de l'Algérie même. Parce qu'ils ont énormément de problèmes. Avec, comment est-ce qu'on les appelle là, les Kabyles, c'est déjà une ligne de fracture. Avec les islamistes, c'est une ligne de fracture. Il y a même les Berbères qui sont au sud. Les Berbères, parce que les Touaregs qui sont au sud, les Berbères ne sont pas si bien traités que ça. Exactement. Donc, l'Algérie est assise sur un baril, sur une poudrière. Exactement. Il y a ce problème. Mais en plus, il y a le problème de l'équilibre entre les pouvoirs politiques et militaires. Ça risque d'exploser. Aller au-devant d'une telle chose, ça crée des tensions internes. Si vous avez suivi les réseaux sociaux, les vidéos en faveur des Kabyles ont commencé à essaimer partout. On les voit maintenant. Parce qu'eux aussi se disent que c'est l'occasion de monter au créneau. Donc l'Algérie n'a pas intérêt à cette confrontation. Et c'est ce que nous devons savoir. Et c'est sur ce levier-là que nous, on appuie
pour nous montrer plus intransigeants qu'eux. Parce qu'ils vont lâcher. En plus, il y a un problème ethnique aussi en Algérie qui dit qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire, en Algérie, il y a beaucoup de Touaregs, il y a d'autres tribus qui ne sont pas du tout considérées. C'est pourquoi je dis il y a un ensemble de choses, ils sont assis. Exactement. Sur... Donc on se donne, s'ils ne font pas attention, on se donne 5 ans tout au plus, l'Algérie va se disloquer, ça c'est imploser. Ça c'est une réalité quoi. Et moi j'ajouterais que les renseignements de l'AS ont véritablement travaillé que l'Algérie ne se disloque pas aussi totalement parce que si l'Algérie se désintègre alors que nous n'y sommes pas peut-être réellement préparés comme si c'était le cas avec la Libye, on risque d'avoir ça plein le visage parce que l'Algérie deviendrait un territoire où tous les fameux radicaux du monde vont converger parce que là-bas il y a le pétrole, il y a le gaz et puis c'est au bord de la Méditerranée. Tout le monde fait sa part de morceaux. Ça ne pourra pas répercuter sur nos frontières. C'est possible. C'est une possibilité. Il ne faut pas l'exclure. Oui. Mais quel est le problème fondamental entre nous? C'est que nous, on est en train de combattre les terroristes. Oui. Et de plus en plus, on a réduit leur marche territoriale et ils sont adossés à la frontière algérienne. Ils sont coincés. Ils n'ont d'autre point de sortie que d'avoir l'Algérie comme terre de repli. Oui. Et c'est ce qu'on doit couper. Maintenant, l'Algérie, le risque, c'est de voir ces gens-là revenir chez eux parce qu'ils vont avoir les mêmes problèmes que nous. Donc, ces djihadistes, toute la clique de gens terroristes, ils auront à faire face à ça. Et donc, nous, on a intérêt, quand nous, on les accule, c'est pourquoi moi, j'ai dit sur la stratégie, on doit avoir le moyen de faire un maillage de la frontière, de toute la frontière de l'AES. Et en ce moment, on continue le combat. Ou l'Algérie nous aide à les éradiquer, ou l'Algérie les prendra chez eux. Oui, c'est ça. Évidemment. Les visites des 3 ministres des Affaires étrangères en Russie vont illustrer beaucoup de choses. Le drapeau déjà de l'AES a flotté là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance de l'AES est tout à fait garantie et la Russie est une nation qui est prête à nous aider. Et c'est le même Russie qui a fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les Algériens doivent faire excessivement attention. Tout ce qu'ils font au Mali, les Russes sont au courant. Et tous ces problèmes frontaliers, les Russes sont au courant. Peut-être que le président Poutine même a eu à discuter avec Tebboune et tout ça. Ils doivent, comme le dit le vieux Grégou de la Côte d'Ivoire, dit l'Algérie doit mettre un peu d'eau dans son Yamakouji. Ça restera de retourner contre eux. Ça, c'est une évidence. C'est ma conclusion. Merci beaucoup. Oui. Nous tirons comme conclusion que pour le moment, il faut continuer dans le rapport de force. L'heure n'est pas à la discussion, au dialogue. On doit continuer face. Ça dépend de l'adversaire que nous avons en face de nous. Ce sont en tout cas les officiers algériens, ça il faudra le dire. Nous devons continuer parce que l'Algérie n'a pas aussi intérêt à une confrontation avec le Mali. Parce que l'Algérie, même si en se rapprochant de l'OTAN, ne sera jamais l'enfant chouchou de l'OTAN dans cette partie de l'Afrique. Là où nous avons le Maroc et même l'Égypte, donc ce n'est pas possible. Donc l'Algérie, en s'éloignant des risques, est peut-être en train géostratégiquement de se mettre un doigt dans l'œil. Et puis l'AES, en restant cohérente et en restant très très stratégique sur nos positions, l'AES évolue bien. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission, nous avons été accompagnés comme d'habitude par l'inspecteur à la douane à la retraite, l'éminent expert Daniel Koulibaly. Et de l'autre côté, nous avons bénéficié aussi de l'expertise du docteur Mamadou Silla Traoré, les neveux d'ailleurs de l'inspecteur Koulibaly. Mes 5 filles sont là-bas. Nous sommes 5 frères. Chacun a donné une fille. Non, ma religion me dit de prendre 4 femmes. Ah non. Il y a une déjà là-bas à la maison. Je prends 5 femmes, on risque de m'excommunier. Tu ne vas pas éclater. Ça veut dire tout simplement dire conclusion que vous êtes disqualifié. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro. Merci. Merci. Allez.